Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le test de l'Acer Predator Helios 300, le modèle PH317. La gamme Helios est un cran au-dessus de la gamme Nitro, et on va le constater tout d'abord avec le châssis. Nous avons droit à un revêtement en alliage d'aluminium sur le capot écran, mais aussi sur le dessus du châssis. Le design toujours très anguleux caractérise la gamme Gaming. Les couleurs sont cette fois-ci bleu et noir, exit la couleur rouge de la gamme Nitro. À l'arrière du portable, on retrouve deux sorties air chaud au niveau des radiateurs couleur bleue. Cette sensation de solidité est renforcée par le design du châssis qui semble être de type monobloc, puisqu'on retrouve sur les angles le même revêtement métallique. C'est agréable au toucher et ça donne une bonne finition à l'ensemble, un peu comme sur les gammes ROG d'Asus. Pour finir, la charnière semble robuste à l'usage avec 4 points d'ancrage. On dispose d'une prise USB type C, une prise USB 3 Anytime USB Charge, une prise mini DisplayPort, une prise HDMI plein format. De l'autre côté, la prise secteur, les témoins d'alimentation et de charge, une prise LAN, deux prises USB 3 et une prise casque micro. Il n'y a pas de lecteur de carte. La couleur des touches est blanche et certaines sont détourées d'un bleu transparent, moins fatigant que le rouge de la gamme Nitro. Le rétroéclairage est aussi du coup bleu, moins agressif, plus lisible. La course des touches reste courte et la texture douce. L'emplacement des lettres sont centrés, comme sur toute la gamme gaming. Le pavé tactile est détouré par un liseré bleu, il supporte la fonction à deux doigts. On observe une touche un peu particulière sur le clavier, une touche Sense, qui lance automatiquement le logiciel de monitoring Predator Sense. Le premier volet regroupe les températures CPU, GPU et système. L'onglet éclairage permet de définir les couleurs des touches, qui peuvent être répartis sur 4 zones bien distinctes, la section 1, la section 2, 3 et 4. On peut aussi régler la luminosité des touches. L'onglet surcadençage permet de booster la fréquence du GPU, qui restera dans tous les cas dans sa limite de température. Nous reviendrons sur les différentes performances dans la partie bench. On peut régler en mode normal, en mode rapide et en mode extrême. Le contrôle ventilateur permet de contrôler la vitesse ventilateur. Au max à 6000 tours minute, c'est extrêmement bruyant. On peut également choisir une courbe personnalisée. Je conseille néanmoins de laisser en mode automatique. On retrouve également une touche turbo qui est utile si l'on désire augmenter le flux d'air des ventilateurs manuellement. Pour finir, l'onglet surveillance est un résumé de toutes les fonctions monitoring vues précédemment. L'écran est une dalle 17 pouces mat IPS avec des couleurs moyennes par défaut. L'écran occupe 79% de la surface grâce à un cadre et des bords assez fins en plastique. Le contraste et la luminosité restent corrects, les angles de vision ouverts permettent une bonne lisibilité quel que soit l'emplacement. La résolution de l'écran est de 1920 par 1080 en 120 Hz. Attention, sur cette gamme, des écrans existent également en 144 Hz. Beaucoup de choses à dire sur l'intégration de cet Helios et on commence par le circuit de refroidissement. Il est composé d'un caloduc pour le processeur et d'un caloduc pour la carte graphique. Un troisième caloduc relie les deux éléments pour aider au transfert de chaleur. Avec deux ventilateurs distincts et deux caloducs à peu près distincts, on reste sur une très bonne intégration. Première constatation, le caloduc partie GPU est plus large que la partie CPU, alors que le GPU chauffe moins que le CPU. À chaque extrémité, deux radiateurs sont disposés à 90 degrés afin d'augmenter la surface d'échange. Nous verrons lors du test en charge si les températures restent dans la moyenne. La plaque de refroidissement CPU est la même que sur les Nitro, ainsi que le nombre de phases CPU refroidit également. La plaque du GPU recouvre également sa mémoire dédiée. Côté stockage, on dispose de deux emplacements M2 et d'un disque SATA au format 2,5 pouces. Les emplacements M2 sont recouverts d'une pièce métallique faisant office de radiateur. En le démontant, on constate un pad thermique pour faciliter l'échange thermique et éviter le court-circuit par la même occasion. L'utilité de cette plaque est négligeable. On dispose de deux emplacements mémoire qui sont déjà utilisés. On peut supposer qu'un total de 32 Go est possible, malheureusement, sur la documentation officielle, on n'en parle pas. La batterie est donnée pour 3720 mAh, soit 6 heures estimées par le fabricant, comptez plutôt 4 heures en utilisation courante, sans logiciel, gourmand ou jeux vidéo. Le Predator Helios dispose de deux enceintes sous le capot inférieur, le son est correct, supérieur en puissance que la plupart des portables. Le réseau Wi-Fi est animé par une puce Killer AX1650 et la carte Ethernet d'une puce Killer E2500.
Pour la maintenance, le connecteur DC jack sur cordon souple pourra être changé, ainsi que la carte fille supportant les deux USB 2 et le jack audio et la prise réseau. La batterie, le SSD, le disque dur, la RAM et la carte Wi-Fi peuvent être changés également. La série Helios 300 est déclinée dans différentes configurations. Nous testerons ici le modèle avec Core i7 9750H avec comme carte vidéo une GeForce RTX 2060. Tous les jeux récents sont supportés en Full HD. Avant de passer au bench, comparons brièvement la différence entre le processeur i7 8750H de génération précédente et l'i7 9750H. Très peu de différence si ce ne sont que les fréquences et le cache. On reste sur un processeur Seeker 12 threads avec une fréquence de base de 2 Go 6 et un turbo pouvant grimper à 4 Go 5, le tout pour 45 watts. Pour rappel, en utilisation courante, le processeur ne dépassera jamais les 4 Go car sa puissance de 45 watts serait dépassée à chaque fois. Du coup, ces deux processeurs auront un fonctionnement identique, juste les 12 mégas de cache sont intéressants à prendre. La gestion mémoire est plus importante sur 9750H avec 128 Go au lieu de 64. D'ailleurs, avec souvent deux slots de disponibles, les 128 Go risquent d'être compliqués à atteindre. On finira par l'anecdotique montée en fréquence de 50 MHz de l'iGPU. Bref, ces deux processeurs sont quasi identiques en tout point. Nous testerons par la suite si la tenue en fréquence du turbo est respectée ou non en charge lourde. Passons au bench où nous comparerons ici l'i7 9750H et le 8750H. On commence avec le rendu de la BMW sous Blender avec 6 minutes et 46 secondes pour la serre Helios 300. Une performance en léger retrait de l'i7 9750H due à une fréquence plus haute sur notre modèle en 8750H. La fréquence processeur tenue est de 3 Go 4 pour 45 watts. La température n'excède pas 72 degrés, ce qui est très bon. Sous Cinebench R15, on voit la très faible différence entre le 9750H et le 8750H. Ici, le 8750 est 5% plus performant grâce à une tenue en fréquence plus haute. Ce test n'a plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui et on passera progressivement sur Cinebench R20 qui reste plus réaliste. À présent, j'utilise Prime 95 en 256K avec AVX pour vérifier la tenue en fréquence et la température du processeur en charge lourde. Au démarrage, on observe bien une montée à 55 watts du processeur, valeur du PL2, puis on redescend très vite à 45 watts avec une fréquence qui est très stable entre 3 Go 5 et 3 Go 6. La température ne dépasse pas 72 degrés, ce qui est très bon. Petit récapitulatif des températures avec un maximum de 72 degrés pour le Helios dans la plupart des tests. Je prends encore comme exemple l'Asus ROG G501GS avec son 8750H, car sur ce modèle Asus a poussé à son maximum son processeur. Du coup on arrive sur des températures légèrement supérieures pour une fréquence très légèrement au-dessus, de l'ordre de 10%. On finit par le bench 3D Unigine avec un score de 1813 points en Full HD et en Ultra pour l'Helios 300. À titre de comparaison, sur une machine de bureau, on obtient 1841 points avec un i5 9600K et une GTX 1660 Ti. Un résultat similaire en tout point. Sur la gamme précédente, en portable, on obtient 1893 points avec un Core i7 8750H et une GTX 1070, un score presque identique. On essaye à présent l'overclocking de la RTX 2060 avec le programme dédié Predator Sense. Par défaut, la fréquence GPU se situe entre 1400 et 1500 MHz pour environ 80 watts avec une rotation de 3500 tours minute du ventilateur qui reste vraiment audible. Si l'on passe en extrême, la fréquence GPU oscille entre 1600 et 1700 MHz pour 90 watts avec une rotation de 4500 tours minute plutôt très bruyante. On ne gagnera que très peu en performance avec un score de 1868 points sur Unigine en mode extrême, on préférera donc rester au réglage d'origine, beaucoup plus conservateur en termes de silence. Avec sa série Helios 300, Acer nous propose un portable plutôt haut en gamme avec des composants de qualité et performants. A commencer par le châssis qui est constitué d'alliages d'aluminium, un clavier RGB pleinement paramétrable et un écran 17 pouces dans la moyenne mais sans plus. Si la connectique reste correcte avec notamment la présence d'une prise mini DisplayPort en plus de l'HDMI, on regrettera l'absence d'un lecteur de carte ainsi qu'une prise USB supplémentaire. Comme souvent dans sa gamme gaming, Acer reste conservateur au niveau thermique et c'est très bien. Le processeur semble ici bloqué dans les 72 degrés pour des performances correctes. On pourrait augmenter légèrement les fréquences mais au détriment d'un dégagement thermique et d'un niveau sonore supérieur. D'ailleurs, les ventilateurs ne sont pas très silencieux dû à leur vitesse de rotation déjà élevée. On se contentera donc d'un bon refroidissement au détriment du silence.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.